Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Jérôme Blanchet-Gravel, notamment, on discute des BRICS. Ben oui, il y avait une grande conférence du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine. C'était Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Yes. Fait que, effectivement, les BRICS se rencontrent. Oh, ben, nous, on en parle. Yes, merci Jérôme d'être là comme à chaque nos rencontres bimensuelles, comme on dit. J'ai mis le mot bi, hein? Je dis peut-être Trudeau va vouloir nous écouter. La subvention va rentrer à ce moment-là. La subvention va rentrer. C'est comme les gens qui appellent le truc, c'est un événement transpartisan. Je veux dire, le mot trans dedans, peut-être que Trudeau va donner une subvention. Il ne comprend pas trop, il voit juste le mot trans. Il dit, va donner de l'argent à ça. Écoute, Jérôme, peut-être rappeler les événements d'ailleurs auxquels Yann va être présent. Donc, les deux conférences, il y en a une à Québec, il y en a une à Montréal. On en a parlé brièvement hier dans un live qu'on a fait, mais quand même le rappeler. Donc, le premier événement, c'était à la Sainte-Le-Bourgneuf. Oui, le 12 décembre et le 15 décembre à Montréal. Donc, on a eu plusieurs fois qu'on nous demande quand est-ce que Libromédia va aller à Montréal et quand est-ce que Yann Sénéchal va aller se frotter à la gauche montréalaise. Donc, Yann est attendu à Montréal de pied ferme par plusieurs antifas. Non, c'est pas vrai. Donc, ça, c'est à Laval. Puis à Québec, c'est la Sainte-Le-Bourgneuf, une salle que Yann et Frank connaissent bien, là, que vos auditeurs connaissent bien. Juste pour préciser, on m'a posé la question pourquoi notre dernier événement était 38 $ et pourquoi il est maintenant 50 $. La dernière fois, on était 2. Maintenant, on est 5. Et il y a 2 personnes, il y a deux conférenciers qui viennent de France, donc ça coûte quand même assez cher de faire venir ces gens-là pour couvrir leurs frais. Donc, la réponse, en toute transparence, c'est ce qui explique cette augmentation là, depuis l'événement avec le prof Caron. Donc, de toute façon, tu n'as pas à te justifier la journée que tu fais ça le comble. Je veux dire, c'est preuve qu'il y a de l'espace pour mettre un prix un petit peu plus cher. Oui, mais. C'est de l'économie 101. Non, je sais. Non, effectivement. Puis, c'est une source de financement à Libromédia. Puis, tu veux dire, il faut. Comme je l'ai dit, la liberté d'expression n'est pas gratuite, donc, etc. Mais c'est la juste. salle non plus n'est pas gratuite. Non. Pardon? La salle non plus n'est pas gratuite. Là, il n'y a rien de gratuit dans tout ça, mais il ne faut pas oublier, c'est ça, quand même, il ne faut pas que les gens oublient qu'il y a 2 personnes qui viennent de France. Donc, c'est quand même ça qui explique en bonne partie cette différence. Mais, exact. Écoute, un des trucs que je trouve le fun, donc peut-être juste rappeler, c'est ça, la sainte-le-bourgneuf.com pour l'événement de Québec, c'est le point de vente pour celui de Montréal. On dit Montréal, c'est à Laval là, que l'événement a eu lieu. Là. C'est les gens c'est pas assez fou pour aller sur l'île, quand même. Non, c'est ça quand même. Mais maintenant que la mairesse s'en va, peut-être ça va être plus à l'âme. Il n'y a pas moins de comptes, puis il y a encore des aqueducs qui pètent. On y viendra plus tard. Mais c'est ça, ce que je trouve le fun, Jérôme, c'est à chaque fois que tu viens, on a l'occasion de parler d'affaires qu'on dirait que personne ne parle. À un moment donné, tu nous avais parlé il y a quelques semaines du grand rassemblement conservateur au Mexique, donc oui. tu avais eu l'occasion de t'entretenir avec des gens là-bas. Bon, Javier Milei devait être là, mais il y a eu. Il avait envoyé, je pense, quelqu'un qui parlait. Non, Milei n'est pas venu. Finalement, il n'y avait pas de délégation. Il n'y avait pas de délégation. Et mon Dieu, qu'on a vu des gens, dont Tulsi Gabbard, Dr. Le fils Malone. de Bolsonaro, d'ailleurs, tu nous avais raconté ça. Bon, bref, ça, personne n'a parlé de ça au Québec. C'est comme un non-événement, finalement. Et aujourd'hui, si on voulait parler d'un autre non-événement, finalement, qui a l'air d'être nulle part, c'est le sommet des BRICS qui avait lieu cette semaine. Ça s'est déroulé où? Puis peut-être nous rappeler un peu, là, c'est qui est partie prenante de tout ça, là, parce qu'on sait un peu l'acronyme de départ, mais est-ce qu'il y a des pays qui se rajoutent, c'est gros. à ça là, progressivement? Là? C'est la 16e édition des BRICS+. Donc, ce sont les BRICS initiaux, plus effectivement les nouveaux membres. Chaque année... Comme la Turquie, il y en a qui nommé dans votre article. Qui s'ajoutent. Donc, c'est un sommet extrêmement important, effectivement, qui fait contrepoids finalement au G7, etc. L'Occident est vraiment en train là, de
de se faire damer le pion, là, mais de manière complètement, là, c'est manifeste, mais personne n'en parle. Donc, écoute, ça se tient à Kazan, en Russie. Donc, bon, pour ceux qui pensent que bon, la Russie n'existe plus depuis les sanctions occidentales, la nouvelle, c'est non. Elle existe encore plus que jamais, en fait. C'est la réalité. C'est pas une affaire de propagande russe. Là. Donc, la preuve, le président chinois est là, Xi Jinping est là, Narendra Modi est là de l'Inde, Massoud Pezeshkian, le nouveau président de l'Iran, est là, et même le président turc est là, Recep Tayyip Erdogan. Donc, dans le fond, ça représente là, plus que la moitié de l'humanité qui se réunit dans une très bonne ambiance, apparemment, dans cette ville russe. Vladimir Poutine présente le sommet comme la plus grande victoire diplomatique là, de la Russie depuis des années. C'est majeur. Et le président aussi brésilien était censé être là, Lula, mais s'est blessé. C'est très louche, en fait. Il y a eu un accident qui le contraint à rester au Brésil. C'est sérieux. C'est louche. Lula est un joueur important aussi. Bon, le Brésil est un joueur important dans les BRICS. Donc, on rappelle, c'est quoi les BRICS? Effectivement, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa. Bon, Afrique du Sud. C'est la moitié de la planète à toute fin pratique, là, quand tu y penses. Sur le 8 Ouais, milliards qu'on est, ils sont quoi, eux autres? 3 milliards faciles, cette gang-là? Oui. Ben, déjà, c'est la l'Inde moitié et de la la Chine, vous comprenez, c'est 2,3 milliards là, déjà. La Russie, c'est un pays de 120 millions. La Turquie, je pense, une population assez équivalente. C'est gros. Le Brésil est gros, c'est 160 millions, le Brésil. Le Brésil, 230 à peu près. Donc, oui, c'est vraiment énorme, mais bon, pour ceux qui pensent que... Juste, excuse-moi de donner l'info, Yann posait, là, les 9 pays du BRICS plus représentent en 2024 la moitié ou près de la moitié de la population mondiale et 26 % du produit intérieur brut mondial. Exact. Donc, c'est 40. À titre d'opposition, G7, par exemple, c'est 44 %. Ben, c'est la plus grande menace contre l'hégémonie américaine. Dans le sens que, oui, occidentale, oui. Puis, tu sais, au niveau économique, moi, je vois pas ça comme une si mauvaise chose, mais je vois pas ça comme une chose aussi romantique comme on le dit souvent, dans le sens qu'on pense que ces pays-là marchent tous main dans la main. C'est pas vraiment le cas. Ils ont un ennemi commun, mais ils n'ont pas une entente qui est parfaite entre eux, du moins au niveau militaire ou des trucs comme ça. Mais ce que tu te rends compte, c'est que, tu sais, qu'est-ce qui a permis à la Russie, par exemple, de survivre aux sanctions économiques américaines et européennes? C'est clairement une entente avec la Chine, même un peu avec l'Inde, qui a permis de faire sortir son pétrole, son gaz naturel dans d'autres marchés carrément. Puis ça l'a diminué l'impact que les Américains pouvaient avoir avec des sanctions économiques d'une manière quand même majeure. Ça a pris, le rouble russe, ça a pris combien de temps avant qu'il revienne au point où il était après les sanctions? C'est une affaire de quelques semaines, quelques mois. Là. Fait qu'au niveau économique, la Russie a été capable de se remettre d'aplomb très rapidement suite aux sanctions, principalement parce qu'ils ont dealé avec la Chine. Fait que ça a un impact qui est gigantesque parce que quand tu avais des sanctions économiques américaines qui s'appliquaient sur toi il y a peut-être 20-25 ans, puis que la Chine ne représentait pas ce qu'elle est aujourd'hui, ben, je veux dire, t'étais mort, t'étais capote. Là, je veux dire, c'est une catastrophe au niveau économique pour ta population. Mais aujourd'hui, ben, il y a des alternatives. C'est là qu'on parle de monde en géopolitique un peu plus multipolaire ou biopolaire ou des choses comme ça. C'est ça qu'on voit avec le BRICS. Mais c'est pas romantique non plus. Il y a beaucoup de tensions entre ces pays-là. Tu le vois avec l'Iran. Historiquement aussi, déjà entre la Chine et l'Inde... la Chine et l'Inde, bon, là, ils viennent de s'entendre, il y avait un différend territorial. Bon, il y a un certain réchauffement des relations là, entre l'Inde et la Chine. La Russie, la Chine, il y a eu le grand schisme, on s'en rappelle, sino-soviétique. Ouais. L'Iran, par exemple, présentement. Pas les communistes vietnamiens non plus. Bon, le Vietnam n'est pas là, en tout cas, ce que je comprends. Donc, effectivement, l'Iran qui essaie d'attaquer Israël là, présentement a de la difficulté à aller chercher du support de la Chine, définitivement. Puis, il y en avait un peu qui semblait arriver de la Russie, mais la Russie a déjà pogné avec l'Ukraine de toute façon. Fait que, l'Iran est comme dans une position où est-ce que s'il décide de fucker le chien avec Israël, qui est un proxy américain, pas sûr qu'ils ont un support si grand que ça de la communauté en arrière là, des BRICS. Fait que, c'est une alliance qui est en train de se développer,
mais c'est des pays qui sont louches entre eux aussi, là, par bout. Quand Caron, vous aviez fait l'événement, Jérôme, toi et le prof Caron, puis vous parliez justement là, sur la thématique de la peur. Il y avait beaucoup de questions des gens sur le soft power russe. Puis Caron parle beaucoup de ça, là, entre autres dans son livre, là, Rusky Mir, qui a publié l'année passée. Mais un des points qu'il soulevait, c'est le fait que, mettons, contrairement au pacte de Varsovie puis au bloc communiste qu'il y avait à l'époque, il n'y a pas d'idéologie commune qui soude ces pays-là, hormis l'anti-américanisme ou l'anti-impérialisme, appelez ça comme vous voulez. Là. Mais à l'époque communiste, tous ces pays-là sont communistes ou plus ou moins socialistes à l'intérieur du bloc et ils partagent en commun cette idéologie-là. Là, qu'est-ce qu'il y a en commun entre l'Afrique du Sud, le Brésil, la Turquie, la Chine et la Russie d'un point de vue idéologique et civilisationnel? Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose. Il n'y a pas d'idéologie commune ou de vision commune que tous ces pays-là partageraient ou que tu as, par exemple, dans le bloc occidental, avec que c'est tous plus ou moins des démocraties libérales qui tiennent à ce style. Je ne vois pas. Puis d'ailleurs, c'est peut-être ça un peu qui explique pourquoi Milei n'est pas là et que l'Argentine tend à se retirer de ça, parce qu'ils ont finalement presque aucun point en commun avec ces pays-là. Même là, il est trop pro-américain, de toute façon. C'est ça, exact. Les Américains doivent être très contents de son arrivée à Buenos Aires. Mais on sent quand même les Américains inquiets quand même par cette reconfiguration, par cette alliance-là. Avec la raison. question, c'est de savoir, est-ce que la haine de l'Occident, entre guillemets, ou du moins la volonté de s'affranchir de l'Occident, est-ce que c'est déjà quelque chose de gros là, que ces pays-là ont en commun? Ouais. Est-ce que ça suffit à les souder? C'est sûr que non seulement ils n'ont rien en commun, bon, idéologiquement peut-être un peu dans la mesure où on voit que ce sont des régimes historiquement plus autoritaires. Donc, ils ont quand même ça en commun. Lula, Bolsonaro, probablement, s'il revenait au pouvoir au Brésil, serait probablement beaucoup plus réticent à adhérer aux BRICS que Lula. Lula a une tendance plus à gauche, peut-être un peu plus autoritaire. En même temps, on est en Amérique latine, donc même la droite a déjà partagé évidemment des velléités autoritaires. Donc, on remarque qu'effectivement, ce n'est pas un bloc civilisationnel. Ça va à l'encontre, par exemple, du paradigme civilisationnel d'un Samuel Huntington qui disait que les pays, finalement, qui ont des affinités culturelles fortes ont tendance, finalement, à s'allier de manière. Je pense que c'est vrai aussi. Donc, c'est ce qu'on a appelé le paradigme civilisationnel. Ça justifie un peu, apparemment, des croisades des États-Unis au Moyen-Orient. Donc, Samuel Huntington, c'est les grands politologues là, qui publient le choc des civilisations, finalement. Je pense Mais leur plus grande alliance, présentement, est économique. Oui, donc là, ce serait un paradigme économique qui aurait succédé à un paradigme peut-être plus civilisationnel. C'est possible, mais chose certaine, puis moi aussi, j'ai ces réticences-là, ça m'amuse un peu, là. Effectivement, les affinités entre la Chine et le Brésil, quand même bien que, on est à gauche, puis qu'on... c'est sûr que entre le carnaval de Rio et l'armée rouge, c'est tous pas tout à fait pareil, là. Ouais, puis tu as des pays. Mais en même temps, ça se peut qu'il y ait une telle volonté de s'affranchir de l'Occident que l'Occident, on se soit tellement lassé du pouvoir occidental que ça se peut que ça justifie. Ça se peut que ça soit suffisant aussi. C'est ce que quand même, il y a beaucoup de gens qui prennent ça au sérieux, des observateurs très sérieux. Oh oui. J'ai de la misère à croire que des pays musulmans, à un moment, c'est quoi le rapport entre ces pays-là et le Brésil, par exemple, qui est un pays très, quand même un gros substrat religieux. Moi, ça me paraît comme des alliances un peu contre nature. Là. Je comprends que ça peut être circonstanciel, puis c'est un objectif économique là-dedans. Culturel. En fait, il n'y a rien de culturel là-dedans. Là. Ça, c'est clair que non, ça transcende vraiment le culturel. En même temps, l'alliance entre Cuba et la Russie aussi, entre évidemment la Sibérie et les bordels de la Havane, disons, il y avait froid et chaud là-dedans pas mal. Là, donc, c'était pas du tout le même univers non plus. C'est là. ça, mais tu avais le contexte communiste. Imaginez être moscovite, débarquer à la Havane. C'est comment, là, ça n'a aucun rapport. Là, puis quand tu enlèves tous les aspects culturels puis tu regardes seulement au niveau économique, là, tu comprends par contre que cette alliance-là des BRICS, tu vas sécuriser
des sources d'approvisionnement en pétrole, tu vas sécuriser des sources d'approvisionnement en terres rares, en nickel, en lithium. Fais la liste des ressources naturelles présentes dans tous ces pays-là et tu te rends compte que si leur alliance économique prend de la force, prend de la vigueur, ils peuvent un jour potentiellement s'affranchir complètement de l'Occident. Ce qu'on appelle la dédollarisation, là. Aussi, effectivement, parce que là, présentement, les échanges internationaux se font en dollars américains. C'est la mesure qui est la plus simple, la plus facile pour le commerce international. On pourrait éventuellement vivre dans un monde où est-ce qu'il y a une partie de la planète qui transige en dollars US et une autre partie de la planète qui transige en yuan, par exemple. C'est ça. Ça pourrait arriver. Fait que c'est sûr, ça enlève un pouvoir aux Américains qui profitaient d'une hégémonie pendant très longtemps. Mais si tu veux comprendre vraiment l'alliance des BRICS, c'est au niveau économique que ça se passe. Oui, non, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux, honnêtement. Ça reste une menace très, très nette à l'hégémonie américaine. En même temps, bon, comme on le souligne, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'il y a une genre de. Il n'y a pas de ciment culturel. Moi, le culturel, pour moi, c'est un facteur primordial. Sur le long terme, c'est sûr. Puis il y a des pays là-dedans qui la faiblesse de cette alliance-là, au niveau économique aussi, c'est qu'il y a des pays présentement qui sont encore très dépendants des États-Unis. La Chine est extrêmement dépendante des États-Unis pour son apport en microchips, pour son apport en intelligence aussi. Tu sais, je veux dire. Des pays prudents, là. La Chine est très prudente. Exact. Elle est impatiente, par contre. L'Inde, c'est un pays. Moi, je trouve que l'Inde est un maillon faible dans ça, parce que l'Inde aime bien trader avec les États-Unis aussi, trader avec l'Europe. Fait que tu sais, c'est comme la force de cette alliance-là des BRICS est au niveau économique et leur faiblesse est également au niveau économique. C'est que moindrement qu'un de ces pays-là peut avoir des bonnes ententes avec les États-Unis pour faire un bon commerce. Tu sais, on le voit avec l'Iran, la Russie, ça ne marche pas, il y a des sanctions. Mais au niveau de l'Inde et la Chine, c'est pas pareil. Là. Qu'est-ce qui empêche la Chine d'envahir Taïwan? C'est ses liens économiques avec les États-Unis pour l'instant. C'est pour ça aussi que le Canada de Trudeau là, qui s'est aliéné l'Inde complètement, c'est une bonne idée dans le contexte de reconfiguration, alors que l'Inde est probablement le moins pire de tous ces joueurs-là. Exact, tout à fait. Au sens où c'est quand même la seule démocratie. Bon, Narendra m'a dit, un nationaliste hindou qui malmènerait les minorités religieuses musulmanes, sikhs et même chrétiennes. Bon, ça se peut. En même temps, c'est très compliqué. L'Inde ne veut pas une nouvelle partition. Vous savez, l'Inde regroupait plusieurs pays, dont le Pakistan. Remarque que perdre le Pakistan, c'est peut-être pas la pire affaire qui peut vous arriver dans la vie. Là. Non, mais bref, ils ont des préoccupations qui nous échappent. Mais c'est jamais une bonne idée de fermer des portes. Là. Tu regardes un pays qui est un peu expert de jouer sur plusieurs tableaux, c'est la Turquie, justement. Oui. C'est qu'elle essaye en même temps d'être dans les BRICS. Oui, c'est des hypocrites, mais ça s'appelle le mané de la real politics. Là. Dans ce monde-là, les espèces de déclarations à l'emporte-pièce, un tel est un fou, il est une menace, on y parle plus. C'est jamais c'est jamais vraiment une bonne affaire. Les pays, à mon avis, intelligents, je veux dire, surtout si tu n'es pas dans une position. Tu sais, les États-Unis, eux, peuvent se permettre de couper des liens avec des gens parce qu'ils ont une puissance économique. C'est pas beaucoup, c'est un peu immature. Mais que le Canada fasse ça. Non, nous autres, on ne peut pas se permettre ça. Mais en fait, les très grandes puissances, c'est rare quand même qu'elles vont se permettre de canceller diplomatiquement un pays parce que c'est pas chic. C'est normalement, quand tu domines l'échiquier, tu n'as pas besoin de faire ça là, en général. Donc, il y a comme un aveu de faiblesse. C'est assez maladroit. Donc, tu sais, quand on commence à cibler la désinformation, l'ingérence, vous commencez par la Russie, mais là, est-ce que vous allez aller vers tous les membres des BRICS? Et c'est ça aussi, moi, mes mises en garde. C'est-à-dire, à partir du moment où vous dites que vous voulez interdire la presse chinoise, l'agence de presse turque, vous embarquez dans quelque chose dans lequel vous savez pas, vous connaissez pas. C'est-à-dire, ça va être un engrenage, tout ça. Donc, on ne pourra pas faire ça. En fait, on ne pourra pas s'isoler. C'est comme c'est vivre dans sa bulle. Il y a quelque chose qui est immature, politiquement et qui c'est une utopie. Donc, la leçon à tirer rapidement de ce sommet-là, c'est que d'abord, la Russie n'a absolument pas été cancellée à l'échelle mondiale. Les gens n'hésitent pas, les dirigeants les plus puissants de la planète n'hésitent pas à aller en Russie
à citer un sommet. Donc, pour les gens qui pensent que c'est ça, que l'Occident impose encore complètement ses valeurs, etc. La vérité, c'est pas vrai. Mais on continue à vivre dans ce mythe médiatique-là. On pense qu'on fait la loi, etc. Puis qu'il y a les méchants les méchants Indiens qui font assassiner des Sikhs, etc. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Puis reprenons l'exemple aussi du prof Caron qui dit souvent pourquoi on essaie, en termes de politique internationale, de changer ces pays-là. Je veux dire, on veut changer culturellement ces pays-là en leur disant, ben là, les droits humains, puis là, les LGBTQ, puis les drapeaux arc-en-ciel, ces ambassades, tout ça. Parce que il y a ces gros joueurs-là et il y a les joueurs intermédiaires. Jeff aime nous parler du Kazakhstan, par exemple, qui eux autres sont comme au milieu de tout ça, qui est un joueur extrêmement marginal. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi on garrocherait des pays comme le Kazakhstan dans les mains des BRICS plutôt que d'essayer de faire des alliances encore avec eux ou des trucs comme ça? Mais je dis, pourquoi on s'amuse à les faire chier avec des choses qui sont culturellement et au point de vue civilisationnel pas pertinentes? Moi, les droits des LGBTQ promus par Justin Trudeau en Inde ou au Kazakhstan ou peu importe dans les ambassades, je veux dire, on avance à quoi à faire des affaires de même? On ne s'aide pas, en gros. C'est-à-dire que d'abord, il y a cette variable-là, celle de l'imposition, une sorte de colonisation idéologique qui ne fonctionne pas avec le wokisme. Déjà, ça les irrite beaucoup, en fait. Tu vois, ça, c'est peut-être un facteur qui fait en sorte qu'ils ont le goût de ces pays-là de se rejoindre. Exact. Donc, qu'on n'a pas dit au départ. Mais sinon, c'est un échec stratégique. C'est-à-dire, c'est pas comme ça que l'Occident va maintenir une certaine hégémonie dans le monde, c'est-à-dire en faisant l'autruche puis en faisant semblant qu'on peut canceller des pays aussi grands que le plus grand pays du monde. C'est pas de la propagande, excusez, c'est comme ça que ça fonctionne. Je n'ai pas inventé ça. Là. Puis on peut pas inventer ça. Jérôme, je veux dire, je pense que dans 1997 ou 95 que tu avais un ancien conseiller des démocrates aux États-Unis, Zbigniew Brzezinski. Il a publié un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier. C'est un livre à lire, là, dans lequel essentiellement il dit si les Américains veulent maintenir leur hégémonie dans le monde, toutes les actions doivent être concentrées à une chose, c'est d'empêcher une alliance sino-russe finalement. D'empêcher finalement le développement d'un bloc. Il appelait ça le bloc eurasiatique. C'est le bloc, dans le fond, de la Russie jusqu'à la Chine avec les pays vassaux. Là. Alors qu'on a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Puis si tu prends son point de vue à lui, puis la logique, ça aurait été d'essayer par tous les moyens possibles, en fait, il fallait que tu ramènes les Russes vers l'Occident. Si tu veux... Dans le fond, puis c'était un peu ce qu'il y avait, c'était la logique de la fin du bloc soviétique, la Russie, puis tout ça. Ben, bon, ça a pris un autre chemin avec l'histoire de l'Ukraine, mais toutes les sanctions, le boycott, la désignation des Russes comme étant la menace, les gens à abattre, en fait, je ne sais pas c'est quoi la solution qu'il fallait faire là-dedans, mais objectivement, ça va avoir eu l'effet de rapprocher les Russes des ennemis des États-Unis encore plus qu'ils l'étaient, et de faire ce que Brzezinski disait qu'il ne fallait absolument pas faire, qui était la création d'un bloc eurasiatique pour venir briser l'hégémonie des États-Unis. Ça, c'est pas moi qui dis ça, vous chercherez ça. Le Grand Échiquier, ça a été publié il y a au-dessus de 20 ans. On a commis plusieurs erreurs stratégiques et on continue, en fait, d'en commettre. Pour de la politique locale. Hein? Isolé et, je veux dire... c'est comme nous, c'est comme l'Argentine, ou le Brésil, en fait. Là, c'est le Mexique. Mais écoutez-moi, au Mexique, la nouvelle présidente a invité Vladimir Poutine à sa cérémonie d'investiture. Il n'est pas allé, mais je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Là. Vous pouvez bien encore là dire les Russes, c'est les méchants comme dans James Bond, etc. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La présidente du Mexique, c'est le pays en dessous des États-Unis, invite Vladimir Poutine à sa cérémonie d'investiture. Je trouve que c'est une provocation incroyable, en fait. Puis, je ne défends pas nécessairement le gouvernement AMLO, le nouveau gouvernement de Morena, en fait. C'est un gouvernement de gauche avec des politiques très à gauche actuellement. Bon, certaines sont justifiées, d'autres non. Puis, en fait, je ne défends aucun régime proche de la Russie en Amérique latine parce que ce sont tous des dictatures, finalement, comme le Venezuela, Cuba, etc. Mais
la réalité, c'est que un pays des voisins des États-Unis se permet aujourd'hui d'inviter Vladimir Poutine à la cérémonie d'investiture de son nouveau président. Donc, est-ce que Un bel c'est affront. en scellant des pays, en voulant bannir la vodka à SAQ, qu'on va améliorer nos intérêts, on va mieux pour nous positionner stratégiquement dans le monde? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que Il y a un côté très niais à la façon de faire de la politique au Canada. C'est que quand on arrive puis on attaque l'Inde, par exemple, via Justin Trudeau, tu es dans une position où ce que tu dis, ça a été fait à des fins électoralistes et clientélistes pour une diaspora indienne à quelque part au Canada, pour Frank, gagner certains votes de Parti manière québécois. locale. Tu le dis toi-même, là, on bannit des vodkas à la SAQ. Ça a été fait juste pour... On l'a-tu fait? Enfin, où on voulait le faire. On je sais dit que ça a été fait. Est-ce que ça Comme le l'a vin été? israélien, là. Frank, juste montrer l'article qu'on a publié hier, justement, sur les relations rompues entre le Canada et l'Inde. Ouais. Écoute, mais tu sais, c'est tellement des affaires insignifiantes qui sont faites pour gagner des points ou espérer gagner des points dans ta politique locale. Mais tu es prêt à sacrifier des relations internationales avec des pays importants, tu es prêt à sacrifier de la diplomatie et des échanges économiques futurs pour quelques votes locaux très ciblés pour un clientélisme crasse. Moi, je trouve que c'est une catastrophe, ces affaires-là. Donc, on s'affaiblit nettement C'est gênant. avec ce genre de non-stratégie. Il n'y a pas de doute avec ça. Là. C'est Mélanie Joly avec un voile qu'on voit en arrière. Simonac, c'est... Ouf! Tu sais, je veux dire, comment est-ce que les gens se sentiraient? Personnellement, là, moi, si demain matin, il y a un leader chinois qui arrive ici avec des raquettes, une canne de sirop d'érable et une ceinture flétrie, je me dirais, voyons, mais on est en train de rire de moi. Là. Ce gars-là se paie notre gueule. Qu'est-ce qu'ils font déguisé en espèce de leader sikh ou je sais pas quoi en Inde? C'est ce genre de politique identitaire, mais c'est d'un ridicule consommé. Le Canada de Trudeau qui a appuyé finalement le séparatisme sikh, mais qui n'appuiera évidemment pas le séparatisme québécois, qui serait... Mais entre les deux, vous comprenez quand même qu'il y en a un plus radical que l'autre. Donc, c'est plein de contradictions, évidemment. Puis, tu sais, si on considère le fait que seulement de livrer cette analyse-là qu'on a aujourd'hui, si c'est être des potentiels agents d'une puissance étrangère, c'est parce que ça prend des gens pour le dire. Là. Si on ne le réalise pas, on va juste plus s'enfoncer, on va s'affaiblir davantage. Et si on ne permet pas à des profs Caron de livrer leur témoignage devant la fameuse commission où il a été cancellé, simplement parce qu'on dit Caron, lui, a un point de vue qui serait trop favorable aux BRICS, finalement. Parce que c'est pas juste la Russie, là. C'est tous ces pays-là. Donc, c'est une mosaïque de pays là, dont on parle. Donc, si simplement rappeler, comme mon invité hier, Rome Chantal, rappeler que la Chine monte et monte sur la scène internationale et qu'on accuse M. Chantal en commission d'être un agent d'influence chinoise, un agent d'influence chinoise féminin, ben là, est-ce que ça prend quand même des gens pour faire ces analyses-là? Donc, il faut tenir compte de ces analyses-là pour élaborer nos politiques internationales. Mais on refuse d'entendre ce discours-là parce qu'on veut se voiler la face. C'est plus facile que de rester dans cette posture d'aveuglement, finalement, alors qu'on fait juste s'affaiblir et s'affaiblir. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on défend la Chine. Il y en a qui le font, par contre, sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est la grande contradiction de certains qui étaient contre les mesures sanitaires, mais qui se réjouissent de la montée de la Chine contre les États-Unis. Ouais, mais attention, c'est parce que la Chine, c'est le crédit social. C'est le régime dont vous voulez pas. Moi, il faut faire la différence. C'est-à-dire, réaliser que la Chine monte, ça ne veut pas dire appuyer le crédit social et les régimes. Moi, je suis plutôt favorable à Taïwan, en fait. Moi, je serais pour un changement de gouvernement. Je serais pour une libéralisation de la Chine, je serais pour une libéralisation de la Turquie, une libéralisation de la Russie. Mais on vit dans un monde plus compliqué où ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Il ne s'agit pas juste de décréter que vous voulez une Russie libérale, puis ça n'arrivera pas du jour au lendemain avec la magique. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas le même, ça marche. Non, mais si vous êtes allé manifester avec des trucs écrits dictature sanitaire à cause des trucs de Trudeau et de Legault, vous tripez sur la Chine. Je veux dire, en Chine, ils vissent le monde dans les maisons. Là. Je veux dire, il faut quand même se rappeler un peu, je veux dire, 2 secondes. Là. Mais c'est pour ça que des Epoch Times, des journaux taïwanais comme ça,
ils sont aussi critiques du confinement, parce que dans le fond, le confinement et les mesures sanitaires, c'est une politique chinoise. Là. Ben oui. Donc, c'est normal que ils sont très corrects, nos amis du Epoch Times, que je salue. Hey, mais parle-nous-en un peu, voir ce journal-là m'intrigue parce que. Ah, vous ne les connaissez pas? Non, ben, Oh, oui, je bon, les là, connais, on je les les connaît, connais, on mais parle-en un peu à notre auditoire. J'ai été surpris. J'ai été dans un hôtel à Long Island il y a 2 semaines et je me suis assis dans le lobby. Tu sais, dans les lobbies, il y a souvent des journaux disponibles pour lecture. Et le seul journal disponible était le Epoch Times. J'ai été vraiment surpris de ça. Puis, si tu les connais un peu, parle-nous un peu de ce journal-là. C'est quoi exactement? Ça vient d'où? C'est quoi le biais de ce journal-là? Ainsi de suite. Ben, c'est considéré comme un journal d'extrême droite. C'est assez amusant, mais en gros, je ne vais pas me tromper, mais c'est un journal taïwanais, dans le fond, qui appuie le nationalisme chinois là, exilé à Taïwan, non? Et quand on rencontre des collègues, ce sont souvent des Taïwanais, c'est-à-dire avec les yeux bridés, etc. Là, j'en ai vu aussi mes collègues du Epoch Times version hispanophone à Mexico récemment. Mais je ne veux juste pas me tromper, là, parce que si vous pouvez vérifier rapidement, mais en gros, c'est ça. Donc, on défend des intérêts qui sont ceux de la Chine nationaliste, c'est-à-dire la Chine en exil, le gouvernement Oui, parce nationaliste. que les gens à Taïwan s'appellent encore les Chinois entre eux. Là. Dans leur tête, le vrai gouvernement chinois est implanté à Taïwan. C'est ça. Donc, puis bon, on a changé ça en reconnaissant finalement la Chine communiste. Puis c'est vrai que, bon, la vérité, c'est que c'était la Chine communiste qui est installée à Pékin, etc. Là. Donc, je pense qu'il fallait quand même reconnaître le gouvernement chinois à l'ONU. Puis bon, le Canada a fait ça de manière précoce avec Pierre Trudeau, etc. Là. Mais non, c'est ça. Là, l'Epoch Times défend les intérêts d'une Chine libérale, finalement. The Epoch Times oppose the Chinese Communist Party. Owned by far-right politicians in Europe and has support former President Donald Trump in the US. OK, bon, sont d'extrême droite plus que... Wikipédia, vous savez, c'est pas toujours très, très neutre. Là. Non, je sais, mais c'est l'info qu'on voit. Ben oui, ben sur Wikipédia, on dit que la CAQ est un parti de droite, là, donc et conservateur. Donc, par définition, j'imagine que c'est pas. À chaque fois que tu lis un article sur quelque chose, ils sont toujours d'extrême droite. Là. C'est exactement ça. C'est ce qu'on dit. Ça a été fondé en l'an 2000, mais ça fait depuis quelques années qu'on en entend vraiment parler. Là. Le propriétaire de ça, ben en fait, le fondateur John Tang est celui qui est encore comme le brain en arrière de ça. C'est un gars qui étudie aux États-Unis en Géorgie à l'université. Je n'ai pas le nom de l'université, mais bref, on dit c'est un gars qui a carrément parti ce journal-là de nulle part pendant qu'il était étudiant. La base est aux États-Unis du journal, autrement dit. Ben, c'est là que c'est né finalement. Là. On dit c'est relié au mouvement conservateur américain par la bande. Bon, OK. Donc, les sources de financement sont mixtes, là, disons. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'ils ont comme différentes divisions de ce que je comprends, là. Mais bref, c'est ça. Moi j'aime bien, honnêtement. J'ai lu plusieurs. Au fil d'entre autres, dans la version canadienne, tu as un gars comme Conrad Black qui écrit dedans là, des éditoriaux. Non, c'est pas un mauvais journal, honnêtement. Ben, NBC pas d'accord avec toi. Check ce qu'ils écrivent en 2023. How the conspiracy-fueled Epoch Times went mainstream. Il y a un article là-dessus. Oh boy. Non, c'est bien. Je pense que ça s'est bien fait changement du Journal de Montréal, en tout cas. Là. Non, c'est ça. Ben, justement, le Journal de Montréal, j'ai envie de parler de ça comme dernier sujet. Pas de eux, mais si vous allez comprendre. On a souvent parlé au fil de tes interventions quand tu étais ici de la déconnexion profonde qu'il y avait entre c'est devenu presque un cliché maintenant aujourd'hui, les élites déconnectées du peuple et autres, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on voit chaque jour. Là, on a entendu, hier, on a appris la nouvelle comme quoi que la mairesse de Montréal ne solliciterait pas un 3e mandat. Bon, toujours les mêmes prétextes, je suis fatigué, je manque d'énergie, je t'arrive au bout de l'aventure, tout ça. Et là, alors que ça fait des mois qu'on entend des scandales de part et d'autre. Le Café Ferrera, nommez-les tous, là, l'histoire du Grand Prix, le fait que des activistes climatiques étaient embarqués sur le pont, elle n'a même pas commenté l'histoire. Tu sais, c'est une femme qui a l'air complètement dépassée par les événements qui se passent. Tu sais, je veux dire, le mécontentement à Montréal, il est immense par rapport à elle. Et là, c'est un concert d'hommage. PSPP lui a rendu hommage. Tout le monde lui rend hommage. Et ce matin, dans le Journal de Montréal, pour
boucler la boucle, on avait cet article qui est, je veux dire, une chance que le ridicule ne peut pas être plus dur que ça. Là. Donc, par la plume de Philippe Vincent Foisy, on a un article qui s'appelle « Valérie Plante a été de loin la meilleure mairesse de Montréal ». Ça n'a pas de Les sens. 20 dernières années. Et là, il y a un long article là, pour nous expliquer que c'est une femme incroyable, elle est excellente, elle est super bonne. Sauf que quand tu vas voir dans les journaux anglophones, par exemple, si on va dans la Gazette, donc je vous partage l'onglet ici, on dit Most Montrealers do not want 4 more years of Valérie Plante, Paul suggests. Et quand on demande aux Montréalais, pas aux journalistes puis aux chroniqueurs de Québécois ou de la presse et autres, mais quand on va voir ce que les Montréalais disent, regardez, j'ai les chiffres ici, 27% des répondants répondent oui à est-ce que je veux qu'elle soit encore la mairesse. Donc, il y a 27% des gens à Montréal qui sont satisfaits ou qui l'aimeraient l'avoir encore mairesse. Les autres disent que ce serait peut-être le temps qu'elle s'en aille. On est tanné. Mais 100% des journalistes, 100% des collègues politiciens, 100% des gens qui sont dans le monde politique vont nous expliquer, comme Bruno Marchand, que Montréal, c'est une chance qu'ils ont eu d'avoir cette femme-là. C'était extraordinaire. Elle a transformé la ville de manière durable et pérenne. Puis finalement, c'est une des meilleures qu'ils ont jamais eues. Donc, est-ce que les gens sont... souvent, hein, quand les gens annoncent leur départ, que là, tout d'un coup, on est nostalgique là, de leur règne, alors que finalement, c'est arrivé souvent. Là, on me rappelle quand Amir Kadir a quitté l'Assemblée nationale, même Bock-Côté lui a rendu hommage. On disait, bon, OK, c'était la conscience de l'Assemblée nationale. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de phénomène-là, mais c'est un peu fort de café, là, effectivement, là, parce que la mairesse de Valérie Plante, c'est quand même le déclin de Montréal. Là, tu sais, Libre Média fait plusieurs reportages là-dessus. Rappelons-nous juste seulement l'intervention de la Gestapo des terrasses. Là, la durant Gestapo le Grand des Prix, terrasses, la crise du logement, la ville décline, littéralement. Là, c'est un héritage qui devrait... l'explosion de la dette de la ville. Il y avait un article il n'y a pas si longtemps que ça sur quasiment la faillite de la ville de Montréal. Le fait que depuis qu'elle est en poste, il n'y a pratiquement aucun budget qui fonctionne. Le service de la dette a explosé. Le budget de la ville a explosé. On est passé, je pense, d'une ville qui dépensait à peu près 4 milliards à 6 milliards, au-dessus de 6 milliards par année, avec pratiquement le quart de ça qui va juste à servir à payer les employés de la ville, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, et aux intérêts de la dette. Donc, je veux dire, je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme portrait élogieux à faire. Je comprends que si vous faites du vélo, peut-être que vous l'aimez, là, mais je veux dire, autre que cet aspect-là. Mais donc, son bilan est très, très mauvais. Il n'y a pas vraiment de doute. Effectivement, dans quel domaine elle aurait eu une contribution forte et positive, autre que, bon, je ne sais pas exactement, peut-être dans le domaine, je sais pas, des arts, est-ce que c'est vrai? Dans quel domaine, en fait, là, son héritage est important? Là? Qu'est-ce qu'il dit, M. Foisy, d'ailleurs, là-dessus? Parce que économiquement, ça ne peut pas être vrai. Bon, on va dire, par exemple, par contre, que la pandémie, bon, c'est pas de sa faute, puis donc le confinement, bon, on ne peut pas lui attribuer les impacts économiques du confinement. En même temps, c'est ça, l'itinérance a augmenté, la mobilité a-t-elle été vraiment améliorée? Quand on parle souvent de mobilité, bon, est-ce que ça s'est vraiment amélioré? Beaucoup de ratés quand même. Montrer un article de la Coupe des présidents par rapport à Valérie Plante. Depuis l'octroi du prestigieux tournoi de la Coupe des présidents au Royal Montréal, un événement phare du circuit de la PGA, diffusé à travers la planète en 2020, la mairesse fait la sourde oreille à l'ensemble de l'organisation, nous a-t-il été permis d'apprendre de sources sûres. Rappelons que le prestigieux événement qui revient au Québec depuis le succès de 2007 permet des retombées économiques de près de 60 millions de dollars selon Tourisme Montréal et il distribue plus de 5 millions de dollars en œuvres de charité. Éviter le fiasco du Grand Prix. Inviter à une soirée mondaine pour souligner la Coupe des présidents de Montréal avec le gratin politique et des affaires de la métropole au début du mois de décembre 2022 au luxueux Reine-Élisabeth, Plante ne s'était pas présentée.
Selon nos informations, les dirigeants du circuit américain cherchaient aussi à la rejoindre pour pouvoir discuter, sans toutefois réussir à attirer son attention. Questionnée par le journal, sa relationniste a répondu que la mairesse offre son appui aux organisateurs pour faire de ce tournoi un succès, a-t-elle écrit par courriel. La ville offre ses services de sécurité et de circulation. Sur ce point, Montréal ne peut se permettre un autre fiasco 3 mois après celui du Grand Prix qui a fait mal paraître la métropole à l'échelle internationale. Rappelons que l'accès à l'île Bizarre se fait difficilement en raison de la construction du nouveau pont. L'entrée de l'île est largement entravée par le chantier. Depuis juin, la ville s'active à achever les zones de travaux sur les axes convergents vers le pont pour faciliter la circulation. Mais tu sais, je veux dire, je vais dire comme le conseiller municipal qui dit là, c'est pas un tournoi de mini-pot, la Coupe des présidents. Là. C'est un des événements les plus prestigieux de la PGA. On le reçoit à Montréal. Elle parle pas aux organisateurs. Elle va pas aux soirées mondaines de politique. Je veux dire, sérieusement, Valérie Plante a un mépris profond sur plusieurs choses qui pourraient faire briller Montréal à l'international. Tu te demandes quasiment si son objectif, c'est vraiment que sa ville paraisse bien ou finalement... Mais le Grand Prix, déjà, c'était beaucoup, là. C'est des événements marquants pour la ville de Montréal. Juste répondre à ta question, qu'est-ce qu'il dit Fouezy dans son texte? Ben, il souligne quand même les problèmes de Montréal. En gros, son article est son article est à mourir de rire, en fait. Il liste toute la série des problèmes de Montréal. Concrètement, son bilan, qu'est-ce qu'elle a amélioré? Ouais, c'est ça. La criminalité, en fait, ça s'est beaucoup dégradé. Les infrastructures, est-ce qu'elles se sont améliorées? Bon, récemment, encore des bris d'aqueduc importants. On a vraiment eu affaire à une mairesse complètement déconnectée, une gestion idéologique vraiment, là. Ça a été l'incarnation de cette gauche qui veut investir le niveau municipal pour changer la société, là. C'est vraiment une incarnation de ça. Donc, c'est ces politiques d'ingénierie, finalement, là, éco-ingénierie, ça, je peux dire, ou vélo-ingénierie, tout ça. Ben, on a vu récemment là, les images circulaient sur Internet là, de ces genres de litières communautaires qui supposément servent à planter un arbre. Là. Ils enlèvent 2-3 places de stationnement. Avec ça, ils sacrent une coupe de poche de béton pour faire 4 barres de béton avec une pelletée de terre là-dedans. Ça coûte 35 000 aux contribuables. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense que c'est une saine gestion des finances publiques, là, ces trucs-là? Mais dans la liste des trucs, ben, en gros, il y a 2 points. Tout un article avec 2 arguments, finalement, parce que lui aussi dit il y a toutes sortes de problèmes à Montréal, augmentation de l'itinérance, crise du logement, plus de criminalité, plus de pauvreté. Il me semble que déjà ça mais il dit sur son bilan. Là, mais... c'est ça, mais il dit qu'elle est bonne parce qu'elle a nommé Fadi Dagger à la tête du SPVM. Donc, supposément que lui serait extraordinaire. Elle a réussi, elle a engagé quelqu'un sur des critères EDI, puis ça, c'est bon, ça. Ouais, elle a acheté des terrains pour construire du logement social. C'est pas des jokes que je vous dis, c'est ce qui est écrit dans l'article. Parles-tu du 20-20-20, qui est une putain de catastrophe pour le développement immobilier à Montréal? Ben, ou des 35 000, l'étude de l'IADM qui démontrait que la ville de Montréal, sous l'administration Plante, avait bloqué la construction de 26 000 unités de logement pour toutes sortes de critères. Ça va créer un îlot de chaleur, tout en se plaignant de la crise du logement. Tu sais, je veux dire, je sais, il n'y a aucun éloge à faire à cette femme-là. Son bilan est médiocre. Mais pourquoi on fait des éloges à tout le monde qui quitte la politique? Man, tout le monde qui détestait Pierre Fitzgibbon lui ont fait des éloges parce que le gars serait parti parce qu'il était en amour. On fait rire de nous autres. Là. Depuis qu'il est parti, on se rend compte que tout pète avec Nordvold, mais le gars, il est parti parce qu'il était en amour au sacrifice. Tout le monde gobe ça, puis on fait semblant qu'il était bon. Marois Risky, qui est une backbencher, qui n'a jamais rien dirigé de sa vie, on lui fait des éloges à n'en plus finir pendant une semaine de temps quand elle annonce qu'elle quitte. Ça, c'est marrant, ce titre-là. Ça, je veux dire, c'est un sommet, là. Bruno Marchand aujourd'hui doit évoluer dans un safe space. Hein, donc, c'est ça le nouveau spin, là, c'est-à-dire il faudrait finalement baliser le discours à l'encontre des élus pour leur permettre d'évoluer dans un safe space mental. Donc, rappelez-vous, là, finalement, la fameuse loi de Québec a été amendée, heureusement, parce que même des syndicats, etc., des organismes de la société civile s'étaient rendus compte que ça allait trop loin, c'était trop contraignant là, en matière justement de liberté d'expression. Mais
dans les derniers mois, on a vu émerger cette logique-là, là, c'est-à-dire critiquer les élus, c'est mal parce que ça les fait vieillir. Donc, peut-être qu'on pourrait vous censurer. Donc, peut-être que si Yann et Frank, si ce podcast-là ne s'exprimait pas aussi régulièrement, les élus pourraient vieillir moins vite parce qu'ils recevraient moins de critiques. Donc, ça, c'est très glissant, ça, en fait. Là, quand on n'excuse pas, finalement, toutes les insultes que les élus reçoivent, c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de classe sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on en reçoit. Tout le monde en reçoit. C'est comme ça. C'est pas propre à la gauche ou à la droite. C'est comme ça aujourd'hui. Même Olivier Niquet en reçoit. Pardon? Même Olivier Niquet en reçoit. Ben oui. Là. Ouais. Le diffamateur officiel du régime. Mais est-ce que ces gens-là se rendent compte de l'absurdité des trucs qu'ils disent? Tu sais, c'est parce que Bruno Marchand qui nous dit que les maires vieillissent 2 à 3 fois plus vite que la normale. Et que ce serait un espèce de... Tu sais, leur travail est tellement exigeant et la pression qu'ils ont sur eux est tellement forte qu'ils vieillissent 2 à 3 fois plus vite que la normale. Je veux dire, Et qu'est-ce qu'ils ont à gérer? Quelques plaintes de citoyens et des commentaires négatifs sur Facebook. C'est l'essentiel de la pression que des attachés de presse sont payés pour checker à leur place. Faut-tu vraiment que je rappelle qu'il y a un gars qui se présente aux États-Unis que depuis le début du mois de juillet, il y a 3 personnes qui ont essayé de le tuer, dont une balle qui a passé à 2-3 mm lui rentrer en pleine tête? Je sais pas, là. Le gars a 78 ans. Puis le gars a 78 ans. Alors que là, on parle de gens qui ont 45-50 ans, qui sont à bout de souffle d'être maire de ville du Québec. Là. Je veux dire, est-ce que les gens réalisent à quel point c'est absurde? C'est absurde. C'est sûr que quand tu as été président de Centraide avant, où est-ce que tu vas dans des événements mondains pour ramasser des dons puis tu es payé 200 000 plus par année, ça se peut que tu trouves la job de maire plus tough un peu. Je suis capable de comprendre ce bout-là. Mais peut-être que l'idée, ça aurait été de travailler avant. Mais imaginez, je ne sais pas en quel genre de société quand même qu'on vit pour que des gens se sentent autorisés à avoir ce genre de propos-là, c'est-à-dire la grande lamentation. Se plaindre finalement d'être maire d'une grande ville. Bon, autrefois, on se disait, ben oui, effectivement, on peut s'imaginer qu'être maire d'une grande ville, ça doit être exigeant. Mais là, aujourd'hui, c'est comme appeler au sentiment de pitié. Puis, ben non, c'est une récompense. Être maire d'une ville, là, c'est pas une épreuve, c'est pas le chemin de croix du Christ. C'est bien payé. Pourquoi qu'est-ce que vous espérez de nous, là, qu'on va vous souhaiter qu'on vous critique moins, vous souhaitez abolir la presse libre pour vous permettre de vivre moins rapidement? Non, mais c'est déjà, elle avait fermé les commentaires sur ses réseaux sociaux. Hein. Elle ne pouvait plus tolérer à ce point-là d'être critiquée par les gens. Mais ça, c'est une décision qui avait été saluée par des... Puis là, en plus, par des collègues politiciens et journalistes. Puis en plus, tu rentres maintenant le nouveau trend québécois que un homme qui se fait traiter de porc, puis de salaud, puis de corrompu, puis de crosseur sur les réseaux sociaux, ça semble-t-il, c'est correct. Mais quand il y a des insultes qui sont destinées envers une politicienne ou une journaliste femme, là, ça devient systématiquement un acte de misogynie et la preuve qu'il y aurait un masculinisme toxique rampant au Québec. À un moment donné, que des gens, que des kidams sur les réseaux sociaux fassent ces numéros de victimisation-là, c'est tel que tel, mais que des élus qui sont supposés d'être l'avant-garde et l'élite de la société là, en viennent à des tactiques aussi ridicules que ça. Moi, je trouve ça ridicule. Je veux dire, t'es mairesse de Montréal, je veux dire, la plus grosse ville du Québec, une des villes les plus importantes au Canada, forcément, tu reçois des messages bizarres puis des choses qui, à la limite, si ça dépasse les bornes, tu porteras plainte à la police. Oui, mais aussi, il ne faut pas l'oublier. Si tu faisais un peu plus attention à ce que vous faites réellement, je veux dire, être maire, là, c'est pas une job le fun, mais pas dans le sens que les autres le disent. Être maire, c'est pas une job le fun dans le sens que c'est pas prestigieux. Il faut que tes égouts fonctionnent bien, il faut que tes trottoirs soient déneigés, il faut que tes routes soient bien déneigées, il faut que ces routes soient bien entretenues, il faut que les déchets soient ramassés. Il n'y a rien de prestigieux là-dedans, c'est toutes des affaires de base. Fait que si tu regardes, si tu analyses présentement l'état de la ville de Montréal sur ces affaires de base-là,
Va même pas dans le divertissement, va même pas sur la sécurité publique, juste des affaires de base, genre ce qui est visible, les égouts, les déchets, l'état des routes. Tu vois que c'est en décrépitude. Fait que tu as un échec sur tous les éléments les plus importants que tu dois te gérer. Puis éventuellement, tu essaies d'obtenir un prestige à l'international avec l'ONU, puis tes affaires green, puis les villes 15 minutes, puis toutes tes astuces de niaiseries. Tu essaies d'avoir du prestige au niveau reconnaissance entre élus, puis entre élus, tu as l'impression que tu es une rockstar parce que tout le monde pense que tu accomplis tous les objectifs modernes qui sont demandés par les élus à l'international, mais en réalité, tu es un échec sur toutes les affaires de base que tu dois t'occuper. Ça se peut. Ouais. Ça se peut que le citoyen s'en calisse de ton écologie, il s'en calisse de tes global goals, il s'en calisse de ta présence à l'ONU. Ces estis de poubelles, ils puent, puis tu les ramasses aux 3 semaines. Tu sais, je veux pas être plate, là, mais s'il y a des citoyens qui t'envoient chier, c'est peut-être qu'un parce n'empêche que... pas l'autre, mais effectivement. C'est peut-être parce que les affaires qui sont réellement visibles et qui touchent la vie des gens, pour vrai, c'est gérer tout croche. Tu as un aqueduc qui pète de 84 pouces, ça prend une journée à réparer ça. Tu inondes la ville à grandeur, puis tu sors dans les médias le lendemain pour dire peut-être qu'on ne devrait pas avoir de sous-sol. Hey, ça va! C'est incroyable. Ah, ben ça, c'est fourré de. Non. Oui, mais un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, je pense que moi, je pense qu'être maire de Montréal ou de Québec, ça reste une fonction assez prestigieuse. Mais ça s'accompagne quand même d'une responsabilité à un niveau effectivement très concret. Et un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, bien gérer une ville, c'est aussi bien déneiger, bien c'est que ça, en fait. Dégager les trottoirs, etc. Donc, ça fait partie de la fonction comme... Écoute, Jérôme, j'ai des clients de Montréal qui me disent qu'ils sont rendus pas qu'ils se sont rendus, ils se sont achetés des VUS. Je veux dire, s'il y a bien un endroit où est-ce que tu penses que tu ne devrais pas avoir besoin de VUS, c'est la ville de Montréal. Puis ils me disent... à cause de Ben oui, parce que quand tu veux stationner ton véhicule, ils ramassent tellement pas la neige souvent qu'il y a des ourlets glacés qui se forment pour les stationnements à Montréal. Puis si tu veux être capable de stationner correctement ton véhicule, tu ne peux pas avoir un char qui est bas de terre. Ça te prend quelque chose qui est assez surélevé pour embarquer par-dessus les ourlets pour pouvoir te stationner. Je veux dire, quand c'est rendu... Il y a des rues à Montréal, écoute, j'ai jamais vu ça même dire... tu vas à Bogota, puis honnêtement, le béton est plus beau, là. Disons, l'asphalte, il y a des rues à Montréal que tu vois même pas ça, genre au Congo, là. Non, écoute, moi, je comprends. Je remarque qu'il y a des chemins de terre encore, évidemment, dans les pays dits du tiers-monde, mais je vous dis, c'est épouvantable, là. Non, puis cette ville-là, pensez pas qu'on est à l'aube de changer. Là. Dans les candidats qui circulent, les noms de gens qui seraient peut-être intéressés à Vincent Marissal et Luc Ferrandez. Je veux dire, un député de QS puis un autre qui voulait limiter le droit pour les gens de se reproduire au nom de la terre quand il était maire du plateau. Là. Mais là, j'espère que les Montréalais vont être assez lucides pour freiner l'hémorragie, choisir quelqu'un un peu plus concret pour évidemment contrebalancer. C'est ça prend un retour du balancier à Montréal pour une gestion plus concrète. Puis la mafia aussi, elle doit être morte de rire. Imaginez une mairesse aussi déconnectée pendant combien de temps finalement elle est restée? C'est 2 mandats, c'est 8 ans. 8 ans. C'est 8 ans où finalement la mafia peut prospérer de manière tout à fait là. Ben oui, parce que la priorité du service de police à Montréal, c'est de lutter contre son racisme systémique interne et non contre le crime. C'est vraiment la candidate idéale pour la mafia. Je ne veux pas dire que la mafia. Il n'y a aucune association entre pas de pair avec eux, c'est qu'elle est tellement laissée aller, elle ne s'est tellement pas occupée de sa ville que. Son règne. C'est pas une guerre Québec. Un état assez lamentable, c'est clair. C'est pas une guerre Québec-Montréal, ce qu'on dit là. Parce que nous autres, on n'est pas cave. Là. On sait que le clown qu'on a à Québec est aussi pire. Même Gilles Lehouillier à Lévis est rendu ses couches lavables puis sur la pollution lumineuse. Puis, hey, Gilles, il est temps qu'il débarrasse en sacrement. Là. Mais écoute, je ne sais pas ce qui se passe chez nos élites, entre guillemets. Mais écoutez, je suis tombé en terminant peut-être, là, sur un article, une entrevue avec Roméo Dallaire. Et imaginez-vous que le fameux général, je sais pas, de l'ONU, vous vous rappelez, là, est connu pour avoir assisté finalement au génocide
du Rwanda qui est viré dans l'anti-patriarcat et qui nous explique que, ça nous prendrait une politique féministe en matière de relations internationales. Non, mais il faut vous montrer ça, c'est hallucinant. Donc, Roméo Dallaire, qui lui avait besoin de guns et d'hommes avec des guns pour contrer un génocide, et c'est en train de se recycler, imaginez-vous, dans le déminage trans, pratiquement, ou enfin, dans cet esprit-là. Non, mais il faut regarder ça. Je ne pouvais pas le croire, honnêtement. Donc, M. Dallaire qui pense qu'on va arrêter des génocides maintenant avec des politiques féministes à l'échelle internationale, alors que ça ne veut rien dire, là, la politique étrangère féministe, grosso modo, puis c'est pas parce que, peut-être qu'on aimerait ça que ça existe, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Hein. Donc, il nous raconte que le patriarcat nuit finalement aux bonnes relations entre les pays, etc. C'est fou raide, là. Je me demande si c'est pas plus ça qui va finir par nous faire tomber que les BRICS, honnêtement. Pour faire pour faire la conclusion en ramenant ça au sujet de départ, là. C'est oui l'Inde, oui la Chine, oui le Brésil, oui des pays hostiles à l'Occident qui s'allient entre eux autres, mais je regarde où sont rendus. Je veux dire, on a des villes qui sont en faillite technique au Québec et qui envoient à des nouveau-nés des boîtes cadeaux de nouveau-nés avec des chandails tricotés, avec de la laine bio récoltée par un unijambiste ukrainien. On a on a des maires de villes qui ont des problèmes dramatiques là, à gérer, de mauvaise gestion des finances publiques, de mauvais entretien des routes, d'infrastructures délabrées, qui font des posts sur Facebook écrits en inclusif pour inciter les gens à venir se procurer des couches lavables. Je veux dire, c'est ça, en fait, là, qui va mener l'Occident à sa perte. C'est cette vision-là complètement décadente de gens complètement, là, mais ils vivent dans un univers parallèle. Peut-être qu'eux, ils nous regardent, doivent dire, regarde la gang de fous. En fait, moi, si j'étais le dirigeant chinois ou indien ou russe ou iranien ou turc, ce que je financerais, c'est pas l'extrême droite, c'est le wokisme. Parce que ce qui détruit vraiment l'Occident, ce qui nous affaiblit, c'est le wokisme. Même au Mexique, tu as des groupes, des faux groupes écologistes qui sont financés. Mais là, c'est pas le bon exemple parce que c'est le contraire, c'est-à-dire vous avez des groupes, des lobbies en fait qui vont s'opposer à un projet immobilier, mais là, on finance un groupe écologiste qui va s'opposer au projet immobilier parce que c'est un autre groupe qui convoite les terrains. Ben oui. Mais ça n'existe pas, ça, ici. Ça parce qu'une grande puissance pourrait financer des Valérie Plante, des groupes écologistes, en sachant très bien que finalement, ils affaiblissent l'Occident, le développement est interrompu, etc. Puis la guerre n'est pas éco-responsable, etc. L'armement ne l'est pas. Donc, financez le wokisme et vous allez vous retrouver en Occident, c'est ça, avec les sociétés qu'on connaît, très, très faibles, des gens qui sont évidemment, qui pourraient pas être mobilisés au front parce que, ça leur prendrait des... là, on est rendu avec des soldats qui doivent s'exprimer dans leur identité de genre, tout ça. Écoutez, là, parce que là, vous allez à la guerre, les gars, là, vous n'allez pas... je sais pas trop où, là, mais... Est-ce que c'est culturellement spécifique au Québec qu'à toutes les fois qu'un politicien démissionne ou annonce qu'il ne se représente pas, que l'ensemble de la communauté médiatico-politique encense la personne? Je sais pas, mais c'est pas la première fois, comme je disais tantôt. Que... C'est quand la dernière fois que quelqu'un a dit qu'il s'en allait en politique, puis que unanimement, ou même pas unanimement, mais que plusieurs médias qui ont fait hey, bon débarras, man. Comment ça être temps que tu calisses ton camp, là, t'sais? C'est-tu déjà arrivé au Québec? On fait tout semblant qu'on l'aime. Peut-être qu'il y a peut-être de ça aussi, ouais. En tout cas, chez Yann et Frank, peut-être même Libre Média, Valérie Plante, bon débarras. Bruno Marchand, t'es le prochain. Ouais, c'est next in line. Écoute, merci Jérôme d'avoir été là. On rappelle les gens, libremedia.com, aussi votre chaîne YouTube, le podcast, le Libre Podcast. Disponible sur Spotify. Vous le mettez aussi sur YouTube et autres. Et c'est ça, de rester à l'affût pour être au courant de votre actualité. Le meilleur moyen, je pense, ça reste quand même le site web. Quand en plus, les gens prennent leur abonnement, là, qui ne coûte pas grand-chose, là, franchement, tu reçois des courriels, une genre de newsletter là, pour les nouveaux articles qui sortent. Là, fait que ça permet de rester à l'affût vu que certains réseaux sociaux, Facebook, pour ne pas le nommer, rendent encore invisibles les publications. Là, donc, merci au gouvernement canadien.
Donc, c'est ça. Facebook aussi, Meta a sa responsabilité là-dedans, mais... Oui, effectivement, mais c'est ça. Ils ont pensé qu'ils pouvaient jouer à ce jeu-là avec Meta. Finalement, c'est les créateurs de contenu qui en payent. Mais oui, mais le Canada est plus perdant que Meta. Oui. C'est nous les perdants. C'est nous les perdants dans cette histoire-là. Donc, c'est ça, libremedia.com et on se reparle avec Jérôme dans 2 semaines. Merci, les gars. Merci à toi.